Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec son homologue du Niger. Le président Mahamadou Issoufou était en partance pour la Guinée équatoriale. Des questions sécuritaires et d'intérêt commun ont été abordées par les deux chefs d'État. Des membres du secteur privé ont rencontré hier à Paris le groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020, le besoin en financement du secteur privé et les intentions de financement déclinées leur ont été expliquées. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui pour l'opération Épervier dans le district d'Abidjan. Elle vise à mettre fin au phénomène des microbes. Plusieurs suspects ont été arrêtés. À l'étranger, un avion d'Égyptair reliant Paris au Caire et transportant 66 personnes à son bord s'est abîmé en Méditerranée dans la nuit de mercredi à jeudi. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a échangé aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara les relations bilatérales et des sujets d'intérêt commun, notamment la question de la sécurité dans la sous-région et en Afrique, ont été évoquées par les deux chefs d'État. Les discussions ont eu lieu dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport. Le président Mahamadou Issoufou était en partance pour la Guinée équatoriale où il doit prendre part à la cérémonie d'investiture du président équato-guinéen. Jérôme Kofi Aboulin. Très bref, le séjour ivoirien du président nigérien Mahamadou Issoufou ce jeudi 19 mai 2016. Un séjour d'environ 1 heure d'horloge à partir de 11 h quand le chef de l'État nigérien est accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Et il s'en est suivi un tête-à-tête entre les deux hommes d'État au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Aussi bien pour le président nigérien que pour le président ivoirien, cette visite, quoique brève, est tout à fait fructueuse. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Niger, des liens donc forts, des liens anciens, d'abord au sein du Conseil de l'Entente, également au niveau de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la CEDEAO, nos liens personnels, le président et moi-même. Et donc, c'est toujours un plaisir, président, de vous recevoir à Abidjan. La visite est très brève, mais elle a été fort fructueuse. On a donc profité de cette rencontre pour aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun, un certain nombre de questions bilatérales. Nous avons également abordé des questions multilatérales. Nous sommes tous les deux pays membres d'un certain nombre d'organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente. Il y a des sujets d'intégration que nous avons abordés. Nous avons mis à profit notre entretien pour évoquer les questions de sécurité régionale qui nous préoccupent tous. Et en particulier, il faut le dire, la situation dans le Sahel, la situation au nord Mali. Et je constate que par rapport à l'analyse que nous faisons de cette situation, nous avons une parfaite identité de vue quant aux solutions qu'il faut mettre en place pour créer les conditions d'un retour définitif de la paix, en particulier au nord Mali. Tout à fait. Ensuite, nous avons abordé cette question extrêmement importante pour nous, relative au chemin de fer, à la boucle ferroviaire, Lomé, Cotonou, Niamey, Abidjan, Ouaga, Abidjan. Là également, nous avons convenu que ce projet structurant pour les économies de nos différents pays va être redynamisé et nous allons très prochainement voir comment mobiliser les partenaires afin que ce projet soit effectivement accéléré. Avant ces échanges, le président Mahamadou Issoufou s'est donné le temps pour saluer ses compatriotes présents à l'aéroport à son arrivée. Au moment où il reprend le chemin pour sa destination finale, à savoir Malabo, il est 12h40. Le président du Niger, dans la capitale de la Guinée équatoriale, va prendre part à la cérémonie d'investiture du président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema après sa réélection pour un autre mandat à la tête de son pays.
Les présidents nigériens et ivoiriens ont abordé la question du terrorisme, notamment dans le Nord Mali. Le Nord Mali, où 5 casques bleus tchadiens ont été tués et 3 autres grièvement blessés hier lors d'une embuscade dans la région de Kidal. L'annonce a été faite par la mission des Nations Unies dans le pays, MINUSMA. L'attaque s'est déroulée alors que les soldats de la paix escortaient un convoi logistique. Après avoir heurté un engin explosif, le convoi a été la cible de tirs effectués par un nombre indéterminé d'assaillants non identifiés. Ici à Abidjan, au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le président fondateur du groupe ADAX et Oryx, Jean-Claude Gandour. Les discussions ont porté sur le développement des activités du groupe Oryx Énergie en Côte d'Ivoire. À Ouattouri. Fruit de la fusion des activités de négoce et d'aval pétrolier du groupe privé ADAX et Oryx, Oryx Énergie, fournisseur indépendant de produits pétroliers et gaziers, entend accroître ses activités en Côte d'Ivoire. Le président fondateur de ce groupe suisse, Jean-Claude Gandour, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur les investissements réalisés et à venir, notamment la réhabilitation du centre amplisseur de Boaké et la construction de mini-centres amplisseurs à l'est et au sud-ouest du pays. Nous sommes opérateurs économiques en Côte d'Ivoire depuis à peu près 30 ans, dans le domaine aujourd'hui du gaz. Et donc nous avons parlé d'investissement futur pour pouvoir faire une implantation de gaz plus importante dans le futur. Nous avons commencé nos investissements dans ce pays de manière plus soutenue depuis à peu près les années 2000 et nous montons en puissance puisqu'aujourd'hui, Oryx Côte d'Ivoire est le premier distributeur de GPL en Côte d'Ivoire. Le groupe Oryx Énergie est représenté par 3 filiales en Côte d'Ivoire. Oryx Gaz, premier opérateur du secteur gaz avec 26% de part de marché, Petrosisout et Oryx Oil. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est à Paris, où il a pris part à la réunion du groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement 2016-2020. En marge de cette rencontre, il a accordé des audiences. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec plus d'une dizaine d'investisseurs. Le point de ces échanges avec Franck Quadiou. Les audiences en marge des discussions du groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en a eu toute la journée du mercredi 18 mai. Des entreprises privées et autres investisseurs, plus d'une dizaine désireux de participer au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai discuté avec notre future intervention éventuelle pour les projets PPP aux alentours d'Abidjan et puis d'autres projets du secteur énergie. Et puis ça a été bien passé. Hello, my name's Edward Mullett from Credit Suisse. J'étais très impressionné par l'entretien formel avec M. le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances. Il entend avoir d'autres opportunités de rencontres avec ces autorités ivoiriennes pour des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans la dynamique de l'émergence avec les acquis du PND objectif à 2020. De quoi revigorer l'intérêt croissant du monde économique pour la Côte d'Ivoire. Et des membres du secteur privé ont rencontré hier le groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020. Il s'agit notamment de potentiels partenaires d'industriels, banquiers et autres financiers désirant investir en Côte d'Ivoire. Le besoin en financement du secteur privé et les intentions de financement déclinées leur ont été expliquées. Des intentions de financement qui s'élèvent à 9 500 milliards de francs CFA. Et c'est ce que nous dit Franck Quadiou. Rencontre avec le secteur privé à Paris, le Premier ministre, ministre de l'économie et du budget Daniel Kablan-Duncan et tout le groupe consultatif pour le financement du PND 2016 à 2020 auront défendu le dossier ivoirien. Sur les bases de 2012 à 2015, le premier PND, il fallait donner confiance aux potentiels partenaires techniques et financiers. Agent Kakou Diagou, président du patronat ivoirien, de sonner le premier la charge. Et pourquoi faire confiance à la Côte d'Ivoire? Le taux de croissance annuel moyen, 9% depuis 2012, avec un but affiché à l'horizon 2020, une croissance forte dans un cadre macroéconomique sain. Le BDF, le patronat français,
acquiesce. Les pouvoirs publics ivoiriens ont compris qu'il fallait créer, améliorer le climat des affaires. Et le champ est vaste pour que nous puissions les uns et les autres participer aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire à ce développement qui est sans cesse croissant. Plusieurs opérateurs exerçant déjà en Côte d'Ivoire témoignent de l'environnement propice à l'investissement privé. Et enfin, le résultat des discussions. Les intérêts exprimés sur les opportunités d'investissement présentées au cours du groupe consultatif s'élèvent à ce jour à 19 milliards de dollars, soit 9 500 milliards de francs CFA, dans l'attente de la finalisation des échanges qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Intention de financement qui augure de bons auspices pour l'économie nationale. Le chef du gouvernement s'en félicite. Sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. L'industrie comme pilier de la transformation structurelle de l'économie, la Côte d'Ivoire entend rejoindre les 50 premiers pays selon le classement Doing Business, le baromètre de la bonne gouvernance initié par la Banque mondiale. La 3e édition des Journées de l'entreprise numérique a débuté ce matin ici à Abidjan. La rencontre est initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les échanges vont durer 2 jours. Il s'agira d'amener les entreprises ivoiriennes à intégrer le numérique dans le fonctionnement de leurs administrations. Notons que la Tunisie est l'invité d'honneur de cette rencontre. Francis Boifou. Des chefs d'entreprise tunisiens à Abidjan pour partager leurs expériences sur le numérique avec des responsables de structures ivoiriennes. Le numérique est un outil de développement économique en Tunisie. Nous avons une éducation qui génère énormément d'ingénieurs informaticiens sur lesquels nous nous reposons, des ingénieurs qui sont de qualité et qui nous permettent de construire là-dessus des sociétés et des produits numériques qui génèrent énormément de richesses et de valeur ajoutée pour le pays, mais aussi pour le continent. C'est pour emmener les entreprises à intégrer le numérique dans leur fonctionnement que le patronat ivoirien organise durant 2 jours la 3e édition des Journées de l'entreprise numérique. Les entreprises, celles qui ne vont pas embrasser la transformation digitale aujourd'hui, dans 10-15 ans, elles vont avoir beaucoup de problèmes. Donc nous, notre rôle ici, c'est vraiment de les amener à faire en sorte qu'elles se l'approprient, qu'elles n'aient pas peur. Les gens ont souvent peur de tout ce qui est informatique, alors qu'au contraire, c'est un outil qui peut les amener à vendre plus, faire plus de chiffre d'affaires. En plus des conférences et panels, des rencontres B2B, des sessions techniques et des visites de stands. 40 exposants et 150 participants professionnels sont disponibles à communiquer sur les avantages du numérique et de la mobilité en matière de TIC. C'est parti pour le projet ECLIC, éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture. Il a été lancé aujourd'hui. Pendant 4 ans, plus de 5000 enfants vulnérables au travail vont pouvoir bénéficier d'un soutien visant à favoriser leur éducation. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, était représentée à la cérémonie de lancement du projet ECLIC par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Moussa Dosso. Pour combattre le travail des enfants dans la cacaoculture ivoirienne, la Fondation internationale Coco Initiative mise sur l'éducation, la formation et la lutte contre la pauvreté. Ce à travers les actions déclinées dans son initiative dénommée « Éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture » en abrégé Projet ECLIC. Projet qui prévoit entre autres de prendre en charge 3000 enfants vulnérables au travail, d'assurer la formation professionnelle de 450 jeunes et d'appuyer 1500 ménages dans le développement des activités génératrices de revenus. En tout, 5450 enfants de 5 à 17 ans seront bénéficiaires. Le projet ECLIC est à la fois une opportunité, un défi et une promesse pour notre fondation.
Nous sommes convaincus que ce projet sera le début d'une longue série et l'ouverture à l'implémentation d'autres projets de plus grande envergure afin d'impacter de façon plus significative le quotidien des enfants des communautés cacaoyères. Coût global du projet ECLIC, 2,7 milliards de francs CFA. Un financement accordé par le gouvernement américain à travers le département du travail. Pour la mise en œuvre, la Fondation internationale Cocoa Initiative va prendre en compte 50 communautés productrices du cacao. Vu l'impact escompté, le projet ECLIC bénéficie du soutien de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara. Elle était représentée à cette cérémonie de lancement par le ministre Moussa Dosso. Le projet ECLIC participe à l'exécution du plan d'action national 2015-2017 de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Je voudrais profiter de cette occasion pour, encore une fois, remercier la Fondation pour ses initiatives en faveur de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je garde l'espoir qu'ensemble, avec ce type de partenariat, nous arriverons à endiguer le phénomène des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Lancé officiellement ce jeudi, le projet ECLIC en phase d'exécution depuis novembre 2015 prendra fin en novembre 2019. Le reportage de Mahama Traoré est commenté par Thomas Guessombi. L'opération Épervier a démarré dans le district d'Abidjan. Elle est menée par la police et elle vise à mettre fin aux agissements de ces jeunes qui sèment la peur et la psychose au sein des populations et qu'on appelle les microbes. Plusieurs suspects ont déjà été interpellés. Abou Sanougou. C'est une vaste opération d'envergure baptisée Épervier. Une opération de traque qui vise à mettre fin aux agissements des jeunes délinquants appelés microbes et à sécuriser les personnes et leurs biens. Et cette traque a mobilisé un dispositif humain important constitué de plusieurs unités appuyées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. C'est dans la commune de Yopougon qu'elle a débuté. Patrouille, ratissage, bouclage et démantèlement de tout endroit à risque, susceptible d'abriter des microbes. Bilan, plusieurs suspects interpellés, des armes blanches et de la drogue saisie. Après la commune de Yopougon, Kapasura Bobo, réputé comme le fief des microbes. Des prises sont faites, des objets sont saisis. Les suspects sont conduits à la préfecture de police d'Abidjan. Le ratissage s'est poursuivi par la suite dans les communes d'Adjamé et de Cocody. Au point de situation fait ce jeudi en fin d'après-midi, l'opération Épervier lancée depuis le mardi 17 mai a permis l'interpellation de 422 suspects et la saisie de plusieurs objets. À la journée d'hier, nous avons fait une communication au cours de laquelle on avait annoncé 248 personnes interpellées. La même opération s'est poursuivie la journée d'aujourd'hui. 174 personnes ont été interpellées. Nous avons pu détruire 21 fumoirs et procéder à la saisie de certains objets. Au nombre de ces objets, nous avons 266 boulettes de cannabis, des armes blanches. Il y a également des comprimés non enregistrés qui ont été saisis. La lutte contre la délinquance est donc engagée. L'opération Épervier va s'étendre aux autres quartiers des communes du district d'Abidjan. Une rencontre régionale sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes se tient en Côte d'Ivoire du 19 au 20 mai. Elle réunit des délégations de pays membres de la CEDEAO et ce sera l'occasion de faire des propositions pertinentes pour la mise en œuvre du traité dans l'espace. Christelle Menon. En ratifiant les 28 articles du traité sur le commerce international des armes, les 130 signataires et 83 États parties se sont engagés à ne pas transférer d'armes et de munitions aux pays en proie à l'instabilité, au génocide, aux crimes de guerre ou contre l'humanité. Ils se sont aussi engagés à améliorer le contrôle afin de prévenir les détournements d'armes et plus encore à accroître la transparence en matière de transfert d'armement. Mais la mise en œuvre du traité sur le commerce international des armes connaît des avancées variables selon les pays. En Afrique de l'Ouest, seulement 7 États parties sur les 15 membres signataires de la CEDEAO. L'atelier régional de ces 19 et 20 mai veut donc susciter une mobilisation régionale plus importante et créer un cadre de partage d'expériences et d'élaboration de stratégies communes.
Avec l'adoption du traité sur le commerce des armes le 2 avril 2013, la communauté internationale a pris conscience du danger que représente le commerce illicite des armes. Pour mettre fin à ces menaces pour le continent africain, la CEDEAO a un rôle important à jouer pour la promotion de ce traité sur le continent africain. La ratification du TCA n'aura pas de résultats concrets sans une mise en œuvre effective et universelle. La ratification de ce traité sur le commerce des armes par 10 des 15 États membres de la CEDEAO traduit sans aucun doute une prise de conscience des pouvoirs publics et des organisations de la société civile de la nécessité d'adhérer et de mettre en œuvre des normes internationales contraignantes. Selon une étude d'Oxfam datant de 2007, les violences armées font perdre à l'Afrique près de 10 000 milliards de francs CFA par an, soit à peu près le montant annuel de l'aide au développement alloué au continent à cette période. Le trafic illicite d'armes est par ailleurs la première source de ravitaillement des terroristes et autres criminels de droit commun. Contre tout cela, le traité sur le commerce international des armes reste l'unique instrument juridiquement contraignant pour les exportateurs et importateurs d'armes. L'ONG Servir a 20 ans. La célébration s'est faite hier sur le site du centre d'hémodialyse. C'était en présence de la présidente de l'organisation, Henriette Konan-Bédier. Gabriel Zani. Voici en construction le centre d'hémodialyse et de greffe rénale de l'organisation non gouvernementale Servir, étendu sur environ 2 hectares dans la commune d'Atekoubé. Ce centre est aujourd'hui le symbole de la bienfaisance. Il a servi de lieu pour la célébration du 20e anniversaire de l'ONG Servir le mercredi 18 mai. Sur ce site va s'ériger un grand bâtiment d'environ 6 000 mètres carrés. Les travaux ont démarré effectivement sur le site depuis le mois de septembre 2015. Avec l'aide des bonnes volontés partenaires de l'ONG, plus de 2 milliards de francs CFA ont été engloutis dans ce vaste chantier qui, une fois achevé, prendra la forme d'un rein. 20 ans de charité, de bénévolat, ce sont les partenaires qu'il convient de remercier. Car sans eux, pas de kits scolaires à distribuer, pas d'alphabétisation et non plus de centre d'hémodialyse à construire. Chers partenaires et donateurs, d'ici et d'ailleurs, je ne cesserai de vous remercier car c'est grâce à votre constante sollicitude et engagement ferme que Servir a pu résister au temps. Merci et 1000 fois merci. Merci à vous. Il reste encore plus de 3 milliards de francs CFA à investir pour achever le centre d'hémodialyse. Mais pour autant, les bonnes volontés ne sont pas essoufflées. J'invite tous les opérateurs économiques à venir voir ce qu'elle a fait et surtout à la soutenir pour finaliser ce projet. Ce projet, c'est la santé, c'est la vie et je pense que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Il faut encourager, Servir, encourager Madame Bédier qui n'a de cesse de faire ce don de sa personne et qui a une très grande ambition pour son ONG Servir. Après avoir été à l'initiative de la loi portant insertion des handicapés physiques dans la fonction publique, ce centre représente un autre engagement fort de l'ONG Servir auprès des personnes démunies. La construction du centre d'hémodialyse est prévue s'achever dans 2 ans. En politique, la délégation départementale du PDCI RDA d'Aboisseau mobilise ses militants avant les futures échéances électorales et autour du projet du parti unifié. C'est autour du thème Rassemblement et Renaissance. Les militants venus des différentes sous-préfectures ont été appelés à l'union et à la cohésion. Plusieurs d'entre eux ont été distingués. Abou Sanogo. Fanfare et prestations artistiques. La délégation départementale du PDCI d'Aboisseau sonne la mobilisation de ses militants à l'Apatam Gustave Brouf autour du thème Rassemblement et Renaissance. Occasion pour Magloire Anouma Kouaou de rappeler qu'à l'occasion de la construction de l'université du PDCI à Krendiabo, les membres des instances ont opté pour la négociation, le dialogue et le consensus pour la désignation de leurs candidats aux différentes élections locales. Il a par la suite salué le projet du parti unifié. Car, dira-t-il, gagner ensemble pérennise l'action politique et garantit l'harmonie entre les générations.
Propos soutenus par les représentants des jeunes, des femmes et du porte-parole des anciens délégués départementaux du PDCI RDA de la région du Sud Komoé. À leur suite, l'ambassadeur Bena Ewi-Koutouan a animé une conférence sur la pensée politique du président Félix Houphouët-Boigny autour des notions de paix, d'union et de dialogue. Par ailleurs, 11 militants du PDCI du Sud Komoé ont été faits respectivement grand officier, commandeur, officier et chevalier, quand 12 ont reçu des diplômes d'honneur. Aka Aoulé, président du conseil régional du Sud Komoé, Émile Ebrotier et Olivier Akoto ont invité les militants de la région à l'union et à la cohésion. Un message du président du PDCI RDA, Henri Konabédié, exhortant militants et militantes du parti à rester mobilisés, a été lu par Olivier Akoto. À l'étranger, un avion d'Égypte Air reliant Paris au Caire et transportant 66 personnes à son bord s'est abîmé en Méditerranée dans la nuit de mercredi à jeudi. Des débris ont été localisés au large de la Crète. Sylvie Toury. Parti de Paris à 23 h, l'Airbus A320 de la compagnie Egypt Air n'atteindra jamais le Caire. Il s'est abîmé au large des côtes de l'île Carpathos sans avoir donné le moindre signe de détresse. L'avion s'est-il crashé accidentellement ou a-t-il été la cible d'un acte terroriste? La question reste entière pour l'heure, même si la piste terroriste semble plus plausible selon les autorités égyptiennes. Le dernier contact que nous avons eu avec l'avion remonte à environ 2h30 du matin. Puis l'avion a disparu du radar. Nous avons tenté plusieurs fois d'établir le contact avec l'avion, mais à 2h50, il était devenu évident qu'il était désormais injoignable. Si vous analysez bien la situation, la possibilité d'une attaque terroriste est plus forte que la possibilité d'un problème technique. C'est également l'avis de cet expert français en aéronautique. On sait que cet avion a cessé d'émettre d'une manière relativement brusque, en tout cas instantanée, d'après les données qui sont ouvertes et qui sont connues. Donc on n'imagine pas un avion qui va avoir une panne, parce que, imaginons qu'on coupe les moteurs sur un avion, il va continuer à planer pendant des dizaines et des dizaines de minutes sur des centaines de kilomètres. Donc c'est pas quelque chose qui est aussi brutal et instantané. Aucune piste ne sera écartée ni privilégiée, a affirmé ce matin le président français François Hollande. L'avion avait à son bord 66 personnes, dont 30 Égyptiens, 15 Français et une dizaine d'autres nationalités. Au Nigeria, la lycéenne de Chibok qui a échappé à Boko Haram près de la forêt de Sambisa ce mardi a gagné la capitale Abuja ce jeudi pour rencontrer le président Muhammadu Buhari. Amina Ali fait partie des 276 lycéennes qui avaient été kidnappées en avril 2014. Elle avait 17 ans au moment de son enlèvement il y a 2 ans. Moïse Katumbi a été inculpé aujourd'hui en République démocratique du Congo pour atteinte à la sûreté intérieure comme extérieure de l'État. Selon le gouvernement congolais, l'opposant déclaré candidat à la présidentielle aurait recruté des mercenaires étrangers. Marie-Laure Magnissé, Thomas Guessambi. Moïse Katumbi Chapoué inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État en RDC. L'opposant déclaré candidat à la présidentielle congolaise ne jouit plus de sa liberté. Il ne peut plus faire n'importe quoi, il est également sous le coup de mandat d'arrêt, a affirmé Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Ancien gouverneur du Katanga, la principale région minière de la RD Congo, l'homme est accusé d'avoir recruté des mercenaires américains et des miliciens en vue de déstabiliser le régime de Kinshasa. Moïse Katumbi rejette ces accusations qu'il qualifie de manœuvre du régime Kabila pour l'écarter de la prochaine élection présidentielle prévue pour cette fin d'année. Les autorités congolaises avaient annoncé le 4 mai dernier l'ouverture d'une enquête sur la question. Une enquête dans laquelle Moïse Katumbi a été auditionné 3 fois. Des centaines de milliers de ses partisans l'avaient même accompagné au parquet de Lubumbashi. En RD Congo, l'inculpation neutralise la phase d'instruction. Moïse Katumbi est donc désormais formellement en attente de son procès. Au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, il encourt la peine de mort, systématiquement commu en prison à vie en vertu d'un moratoire sur l'application de la peine capitale, indique un professeur de droit pénal. C'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI1.